Donc, on va vous parler du... Du PowerPoint. Le PowerPoint, il est où? On l'avait mis sur une clé USB, je ne sais plus, il n'y a personne là-haut? Ah si, ça y est. Donc le collectif Vivre son deuil Bretagne, on va vous le présenter d'abord. Alors c'est un collectif qui est... Alors je vais présenter, oui, alors pardon. Brigitte Carré-Félix, qui est bénévole d'accompagnement à Jonathan Pierre Vivante et membre donc du collectif Vivre son deuil Bretagne. Marie-Yvonne Bourget, qui est bénévole et présidente de l'association Le Geste et le Regard à Rennes, et puis moi-même que vous commencez à connaître. Juste ajouter que je suis aussi accompagnante à l'unité de soins palliatifs de Saint-Malo. Et puis moi, je suis autrement aussi présidente de la Brise qui est sur Rennes. Donc, maintenant, je vais vous présenter. Donc, le collectif Vivre son deuil Bretagne a été créé en 2000 à Rennes. Au départ, c'était Françoise Moher qui était à l'origine de ce projet de créer une antenne ou une association Vivre son deuil en Bretagne. Et puis en fait, devant le fait qu'il y ait plusieurs associations déjà dans la région rennaise qui accompagnaient des personnes en deuil, elle a contacté Huguette Le Gall et puis comment elle s'appelait Au Geste et le Regard. Daniel Galen. Daniel Galen, qui était à l'époque présidente du Geste et le Regard. Et elles ont décidé, plutôt que de recréer une autre association, Vivre son deuil sur Rennes, de faire un collectif. Le collectif s'est donc appelé Collectif Vivre son deuil Bretagne, et donc toutes les associations qui intervenaient auprès des personnes en deuil dans la région se sont groupées dans ce collectif pour partager ensemble plusieurs missions et objectifs. On va vous les dire après. Donc il y a Jalmal 35. Donc nous on accompagne, comme vous le savez, des personnes en fin de vie, mais aussi des personnes en deuil. Le Geste et le Regard, c'est un peu la même chose. Dialogue et solidarité, c'est plus sur les veufs et les veuves qui s'accompagnent. Jonathan Pierre Vivante, c'est pour les parents en deuil d'enfants. La Brise, c'est l'accompagnement des enfants en soins palliatifs et de leurs familles. Et on accompagne aussi les familles après et les fratries dans le deuil. Naître et vivre, donc c'est pour les parents qui ont perdu un bébé ou très jeune enfant en périnatal. Et donc la Fédération européenne Vivre son deuil, qui était aussi, faisait partie de ce collectif, et qui en fait toujours d'ailleurs partie. Ça a été créé, donc, comme je vous disais, par Françoise Moher et Huguette Le Gall. Elles sont toutes les deux décédées en avril et en septembre dernier, 2022. Et donc, voilà. Actuellement, nous sommes 6 associations membres. Oui. Les objectifs du collectif Vivre son deuil, c'est vraiment de mieux répondre aux besoins des personnes en deuil et de prévenir les deuils compliqués. Favoriser la rencontre entre les bénévoles d'accompagnement et les professionnels concernés par la mort et le deuil. C'est aussi faciliter l'échange pour ne plus faire de la mort et du deuil un tabou et contribuer à une réflexion philosophique et éthique autour de la mort et du deuil. Les actions du collectif, on a mené beaucoup d'actions avec le collectif. L'orientation des personnes en deuil vers les associations en vue d'un accompagnement individuel et ou collectif. L'organisation d'événements et de thèmes de la mort ou du deuil tout au long de l'année, des ciné-rencontres, des cafés deuil, des temps de mémoire. Création et mise en œuvre d'un cycle de rencontres, la mort en représentation, que l'on faisait tous les ans et à partir de supports artistiques. Et la formation post-vention, donc l'accompagnement des personnes après un suicide. Alors la formation post-vention est animée par un binôme de 2 bénévoles accompagnants formés du collectif Vivre son deuil Bretagne. Cette formation est à l'attention des personnes confrontées au suicide
dans leur milieu professionnel ou associatif, pour les élus, les pompiers, les professionnels du médico-social et les bénévoles des associations. Les prérequis, c'est une formation à la prévention du suicide et évaluation de la crise suicidaire et orientation. Le programme de la formation sur une journée est élaboré par les membres du collectif Vivre son deuil Bretagne. Les chiffres. En Bretagne, les suicides et tentatives de suicide en Bretagne sont très importants. 680 Bretonnes se suicident chaque année. Oui, en fait, pourquoi cette formation? Ça explique un petit peu. C'était à la demande surtout du réseau MISACO de prévention du suicide en Bretagne et entre autres dans les Côtes-d'Armor, parce que c'est dans les Côtes-d'Armor qu'il y a le plus fort taux de suicide et par rapport à la moyenne nationale. Donc la Bretagne est vraiment très très touchée par ce suicide, par les suicides. Alors, la postvention, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça fait référence aux activités qui visent à l'accompagnement et au rétablissement des personnes touchées par le suicide d'un proche ou d'un membre de l'entourage plus ou moins immédiat. Alors, elle englobe plusieurs mesures, d'une part pour soutenir les personnes concernées par le suicide d'un proche ou d'un membre de leur entourage, et puis cette formation, puisqu'elle s'adresse à des professionnels, des bénévoles, donner aussi des informations sur les ressources et les réseaux existants pour pas qu'ils ne se sentent démunis par rapport à ces accompagnements dans leur milieu professionnel ou dans leurs associations respectives. Voilà. Alors, à qui s'adresse la postvention? Alors, l'Organisation mondiale de la santé, elle a préconisé que les programmes de postvention assuraient une intervention sur 3 niveaux. Alors, les interventions ciblées, on va voir en quoi ça concerne, les interventions sélectives et les interventions universelles. Alors, les interventions ciblées visent les personnes exposées au suicide, les endeuillés, l'entourage proche, et surtout les témoins du geste ou du corps inanimé de la personne. Les interventions sélectives, quant à elles, visent les personnes les plus vulnérables. Alors, elles n'appartiennent pas nécessairement au réseau de la personne suicidée, mais pour lesquelles l'impact du suicide rejaillit sur une vulnérabilité préalable, problèmes de santé mentale, dépendance à une substance psychoactive, antécédents traumatiques ou de risques suicidaires, et qui peuvent être donc encore davantage fragilisés par sa survenue. Alors, quant aux interventions universelles, elles visent la population générale, non préalablement vulnérable, mais qui peut toutefois être touchée et vivre des réactions de détresse suite à la confrontation indirecte avec l'événement, incompréhension, inquiétude, tristesse. Alors, les objectifs de la postvention, ils sont bien sûr multiples, et entre autres, ils visent à diminuer le niveau de stress et l'impact de la crise, et favoriser, comme on a vu, le processus de deuil. Et tout ça afin d'éviter la contagion et ainsi prévenir d'éventuels suicides suite au décès du proche par suicide. Alors, le deuil par suicide, il y a des spécificités. C'est avant tout un deuil traumatique, pouvant pour certaines personnes, pas pour tous, entraîner un syndrome de stress post-traumatique, ce qui va perturber le deuil normal, entre guillemets, allongement du processus de deuil, réaction plus forte des endeuillés qu'on verra tout à l'heure. Alors, pourquoi
parce qu'il y a cette violence toujours présente pour l'approche. Violence de l'acte, car bien sûr atteinte à la vie, et violence aussi des images réelles ou supposées. L'imaginaire peut aussi être très violent. D'où l'importance pour les personnes d'en parler juste après, afin d'éviter des images obsessionnelles. Donc le public le plus exposé par rapport à cette violence, ce sont les témoins du geste ou du corps mutilé de la personne et les endeuillés, famille, amis, collègues, voisins, c'est-à-dire les personnes significatives qui ont eu un lien fort avec le défunt. D'où l'importance du débriefing, pouvoir en parler de suite, d'exprimer son vécu, l'émotion ressentie. On parle de ventilation des émotions. Et puis, ça permet aussi pour les personnes qui sont accompagnants de repérer les personnes les plus vulnérables. Alors, les personnes les plus vulnérables, parce que ça permet tout ça de diminuer le stress et l'impact de la crise, d'éviter le syndrome de stress post-traumatique et de favoriser le processus de deuil. Alors là, puisqu'on dans la formation, on s'adresse à des possibles annonceurs, hein, des élus, des pompiers, des gendarmes, etc. Et puis, donc, la vigilance, elle doit être par rapport aux personnes pas forcément concernées au niveau du lien. Mais on suppose qu'il peut y avoir, au niveau de l'annonce, une vulnérabilité. Alors, les réactions immédiates, on va les voir tout à l'heure, ce sont bien sûr une protection psychique pour ne pas s'effondrer. Alors, souvent, les annonceurs, les pompiers, maires, etc., se sentent rassurés s'il n'y a pas de réaction immédiate. Et s'il y a des réactions trop expansives, des cris, ils se sentent débordés et font souvent appel à un médecin pour les calmer. Or, si on est en présence d'une personne fermée sur elle-même, se repliant sur son corps pour ne plus rentrer en lien avec le monde, il faut aller à sa rencontre, car elle ne va pas aller vers les autres. Une grande vigilance est nécessaire aussi par rapport à l'annonce qui est présent dans la maison, parce qu'il y a des enfants. Ne pas vouloir aller trop vite aussi dans l'accompagnement. Il n'a pas souffert, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de permettre à la personne de s'exprimer. L'écoute et la présence sont essentielles. Et puis surtout, au niveau de l'annonce, pouvoir aussi faire appel à des personnes de son entourage afin de ne pas la laisser seule. Alors, il y a aussi de la vigilance dans le temps, mais on le verra tout à l'heure, d'où l'importance de connaître les réactions émotionnelles dans le cheminement du deuil après suicide. Donc, on va voir maintenant les effets et conséquences du suicide sur l'entourage. Alors, au niveau personnel d'abord, les réactions spécifiques, ensuite au niveau de la famille, du groupe, et enfin au niveau social et sociétal. Je te laisse, Brigitte. Merci. Oui, donc les réactions suite à un deuil après suicide ne sont pas différentes des réactions après un deuil classique, mais elles sont souvent plus fortes à cause de la violence. Hein. Donc, ces étapes, vous les connaissez certainement. Il y a d'abord la sidération, le choc, le déni, la culpabilité, une décompensation dépressive qui est très fréquente, un sentiment de honte, de stigmatisation, de la colère, bien sûr. Ensuite, un soulagement, mais rempli d'ambivalence. Et puis, un vécu de peur et d'anxiété. Donc, je vais vous détailler un petit peu ces différentes étapes, ces différentes phases, qui ne sont pas linéaires. Hein. C'est toujours des allers-retours entre les unes et les autres. D'abord, le choc et la sidération, le déni, bien sûr, est particulièrement marqué en lien avec la violence de la situation. Ça peut être la découverte du corps ou l'annonce qui est très violente.
Donc elle peut provoquer une anesthésie totale des affects, une paralysie de l'organisme, parce que l'intégration de cette réalité est absolument impossible, inconcevable pour la personne. Et du coup, c'est un mécanisme de défense qui fait que, hop, elle bloque tout, parce qu'elle n'est pas en capacité d'accueillir, d'accepter ce qui lui est annoncé ou ce à quoi elle est en train d'assister. La culpabilité, bien sûr, elle revêt une intensité considérable. Elle renvoie à la question de la responsabilité dans le passage à l'acte. Je pense qu'aucun endeuillé suite à un suicide n'en fait l'économie. Elle possède une dimension, par contre, paradoxalement structurante. C'est-à-dire qu'elle agit comme un garde-fou sur la santé mentale face à l'aspect effrayant d'un passage à l'acte inexplicable. En se sentant ou se nommant comme responsable du suicide de son proche, c'est une manière un peu de donner un sens à l'acte et du coup de rassurer d'une certaine façon son psychisme qui ne supporte pas ce côté inconcevable et cette absence totale de sens. J'ai pas dit la dernière phrase. Voilà, non, si c'est ce que je viens de dire. Pardon. Voilà. Donc la culpabilité, elle a 3 conséquences majeures. C'est qu'elle nous renvoie toujours à cette quête du pourquoi. Alors, donc la quête du pourquoi, qui est un aspect essentiel du deuil après suicide. Donc cette quête du pourquoi, elle pousse la personne à se documenter énormément sur le suicide, sur le deuil, etc., à rechercher dans l'histoire ou dans les documents laissés par la personne qui s'est suicidée une raison, un motif, un sens, une explication, ce qu'elle ne trouve évidemment pas obligatoirement. Et cette étape, elle est indispensable. Elle fait partie du cheminement. Il ne faut surtout pas la bousculer, il faut la respecter parce qu'elle fait partie du cheminement et c'est progressivement, quand la personne va réussir à lâcher cet espoir d'une explication, que son cheminement dans le deuil, que son deuil va pouvoir avancer. Mais il y a besoin de temps et il faut respecter cette étape. Ensuite, la deuxième conséquence, c'est le renforcement du retrait social. Donc, souvent, les personnes qui ont été endeuillées suite à un suicide ont un grand sentiment d'indignité issu de leur culpabilité et qui les pousse à s'exclure. Elles se disent qu'elles n'ont pas été en capacité d'aimer la personne, qu'elles n'ont pas su la protéger. Donc, elles ont vraiment un sentiment qu'elles n'ont pas été dignes. Et du coup, elles ne se sentent pas dignes d'être elles-mêmes aidées puisqu'elles n'ont pas pu aider leurs proches. Donc ça, c'est quelque chose de très fort aussi. Et ensuite, il y a aussi, ou il peut y avoir, l'émergence de punitions pour expier sa faute. Alors, pardon, je continue dans mes notes. La personne peut s'interdire le droit d'être heureux, le droit d'avoir du plaisir, de reprendre contact avec la vie. Elle peut s'enfermer dans un statut de victime et se structurer dans un espèce de vécu mortifère. Elle peut malheureusement aussi s'infliger la punition ultime, à savoir se donner elle-même la mort et en ayant une identification à la personne qui s'est elle-même suicidée. Donc ces émergences de punition sont vraiment très fortes et sont vraiment importantes à repérer pour l'accompagnant parce qu'elles peuvent conduire à un nouveau suicide. Alors, les décompensations dépressives, bien évidemment, elles sont très fréquentes. Elles sont liées à une baisse sévère de l'estime de soi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, incapacité
de sentir cette incapacité à avoir aimé la personne qui s'est suicidée, à l'avoir protégée. Donc ça, c'est très très fort. Elles peuvent aussi ressentir un vécu de rejet et d'abandon délibéré. La personne qui s'est suicidée les a laissés tomber, les a abandonnés. Donc ça, c'est très, très douloureux et ça peut réveiller des blessures narcissiques déjà présentes. Ça provoque aussi une perte de sens de l'existence. La personne perd complètement pied, ne trouve plus aucune cohérence, puisque cet acte n'a pas de sens. Comment retrouver du sens à son existence, à sa vie? Comment repartir dans des buts, dans des projets, dans des objectifs? Tout semble totalement futile et on a une perte totale de repères. Il y a également une augmentation des comportements à risque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et des risques suicidaires augmentés. La honte et la stigmatisation, donc elle est très fréquente. Hein. Elle est liée aussi à la stigmatisation sociale, même si, bon, avec le temps, les choses se sont arrangées. Il y a un regard d'inquiétude, voire de jugement, hein, par rapport à la société sur non seulement les personnes qui se suicident, mais aussi sur l'entourage. Ah, ils sont peut-être bien responsables de quelque chose. Heureusement, ça a évolué. Mais enfin, ça peut rester ancré dans les mémoires et il peut y avoir des commentaires, des réticences. On avait eu un témoignage d'une personne qui disait moi, on m'a dit, mais non, mais tu ne vas pas épouser telle personne dont le frère ou la sœur s'est suicidé. Imagine, il y a quelque chose de pathologique dans cette famille pour que ce soit arrivé. Donc, il y a vraiment une stigmatisation qui est très lourde à porter. Donc, cette honte, elle expose à une sous-utilisation des réseaux de soutien parce qu'on a peur du jugement, hein, on a peur du regard de l'autre. Donc on s'enferme dans un silence sur les circonstances du décès. Hein. On est même parfois amené à inventer un autre scénario, ce qui bien évidemment n'est pas sans risque parce qu'on construit, on crée des secrets de famille qui ont bien sûr des effets délétères sur le transgénérationnel, on le sait. Certains essaient de se racheter pour tenter d'annuler justement ces réseaux négatifs. Donc, ils peuvent se positionner en sauveur. Hein. Voilà, je suis la personne parfaite parce que justement, là, je contredis les jugements que je ressens en tous les cas de l'entourage. Et ces personnes sont complètement dans la réparation. Voilà, elles peuvent se dépenser sans compter pour aider les autres et essayer aussi de restaurer la mémoire de la personne qui s'est suicidée en disant mais c'était quelqu'un de bien et voilà, essayer de réparer quelque chose. La colère. La colère, bien sûr, présente dans tout deuil, elle est particulièrement forte dans un deuil après suicide. Elle est souvent la riposte de la violence qui est provoquée par le suicide. Hein. Cette violence induit de la colère. Alors, elle a différentes manières de se manifester. Elle peut se focaliser sur une autre personne, un bouc émissaire. Alors, ça peut être un soignant, ça peut être une personne de la famille, ça peut être le conjoint ou le petit ami qui est parti peu de temps avant le suicide. Donc voilà, ça peut être ça. Elle peut être dirigée contre soi, bien sûr, et à ce moment-là, on repasse dans la zone de la culpabilité. Elle peut aussi se focaliser sur la personne disparue elle-même, parce que celui qui tue et celui qui est tué se confondent. Donc cette haine contre la personne qui a tué, comment la gérer, puisque c'est aussi cette personne qui est victime de l'acte. Donc c'est très très compliqué et c'est rempli de plein d'ambivalences. Eh bien, cette colère, elle est parfois complètement niée ou refoulée. Et alors, à ce moment-là, elle risque de se retourner contre la personne avec éventuellement l'apparition de complications somatiques. Et parfois, au contraire, la personne revendique avec force sa colère
et l'exprime haut et fort, mais elle est toujours liée à de l'ambivalence parce que derrière la colère se pointe toujours cette culpabilité. Le soulagement et l'ambivalence, eh bien, c'est un constat qui est vraiment très difficile à avouer et qui est aussi rempli d'ambivalence. Parce que ce suicide, ça peut être vécu comme la fin d'un calvaire. En effet, parfois, avant le suicide, il y a eu des moments très, très difficiles à vivre dans la famille. Des crises, des hospitalisations, des tentatives de suicide à répétition, des comportements chaotiques, des vécus traumatisants qui ont mis en péril tout l'équilibre familial. Et ce suicide vient mettre fin à tout ça et apporter un certain apaisement. Mais cet apaisement, il est rempli de la culpabilité, parce que comment être soulagé par la disparition de ce proche? C'est très ambivalent. Le vécu de peur et d'anxiété est aussi très fort, parce qu'on a un ébranlement de sa sécurité fondamentale à exister. Évidemment, on a peur que de nouveaux suicides se produisent dans l'entourage, que de nouvelles catastrophes nous touchent. Et ces sources de fragilité, de vulnérabilité, comment reprendre confiance? On a une méfiance à aider à nouveau. Par exemple, quand son conjoint s'est suicidé, comment réussir à se réengager dans une nouvelle histoire sentimentale sans craindre à nouveau d'être abandonné? C'est très compliqué. Pour des parents dont les enfants se sont suicidés, c'est très très compliqué aussi. Évidemment, la culpabilité est là. On remet en question l'éducation qu'on a donnée à ses enfants. On se demande où on s'est trompé. On a peur que les autres enfants aussi commettent cet acte. Et on se demande comment modifier cette éducation si elle n'a pas été bonne pour les autres enfants. Donc on peut passer d'une autorité à au contraire un laxisme, voire à une démission parentale. Et évidemment, ça engendre une perturbation familiale très importante, parce que le parent a un gros sentiment d'incompétence. C'est bon. Voilà. Je passe le relais à Marie. Donc, on a vu au niveau personnel les réactions des proches, dont le proche est suicidé. Alors, au niveau de la famille et du groupe, donc les enjeux systémiques, quand il en manque un, le groupe est désorganisé. Bon, ça se passe souvent au niveau des autres deuils aussi. C'est l'image du mobile qui est déséquilibrée quand un élément est manquant. La famille, le groupe va vouloir alors se réajuster. Le père s'est suicidé, le fils ou la fille va vouloir prendre la place. Ou alors la famille ou le groupe peut exploser ou alors se resserrer ses liens. On a vu tout à l'heure, la famille peut aussi avoir une attitude de conspiration du non-dit, générant ainsi un secret de famille, parfois très lourd, que les enfants découvrent plus tard parce qu'on n'a pas dit, justement, dans la famille, que le frère s'était suicidé, que le grand-père s'était suicidé. Ce cercle familial, normalement lieu de sécurité, de confiance, protecteur, se trouve donc ébranlé avec des risques d'accusation sur la genèse de l'histoire. On a vu tout à l'heure, une situation peut devenir un bouc émissaire, celle qui va endosser la cause du suicide. Un membre de la famille, une personne dans le cercle professionnel ou scolaire, une situation familiale. J'ai été amenée à animer un groupe où plusieurs femmes qui allaient quitter leur mari, qui s'est suicidé, sont devenues le bouc émissaire de la famille. Et ça a été très, très difficile pour elles. Alors, au niveau social et sociétal, quand il y a suicide, l'intimité de la mort de l'autre est jetée sur la place publique.
la famille est dépossédée de la mort du proche. Elle se trouve dans l'obligation de justifier la situation. Elle ne sait pas quel vocabulaire employer pour expliquer le décès. Le regard et le jugement verbal et non verbal n'est pas toujours tendre à supporter. Le suicide dans la famille peut véhiculer aussi de la suspicion par rapport à la santé mentale. Comme disait Brigitte, tu ne vas pas quand même te mettre en couple avec cette personne. Alors une des conséquences aussi, par rapport à cette situation de suicide d'un proche, ce que les proches doivent vivre, c'est le poids des procédures légales. Le corps n'est pas disponible de suite. Il part à l'institut médico-légal. Il y a une autopsie. Si on retrouve le corps, il y a une enquête, des investigations par rapport à des conflits éventuels, des questions intimes sur les relations avec le mort, ce qui peut alimenter des soupçons, ou pour certains un réconfort pour connaître la véritable raison, suicide ou accident. La reconnaissance du corps à la morgue, qui peut être abîmé par le geste. Qui va y aller? Quelquefois, si le corps est trop abîmé, impossibilité de voir le corps. S'il a été reconnu par un autre, se pose alors la question, est-ce qu'il s'agissait bien de mon enfant? Les obsèques sont différées du fait du poids de ces procédures légales. La famille est obligée d'attendre que le corps leur soit rendu. Or, les rituels religieux ou civils sont importants pour ceux qui restent. Ils permettent de rendre hommage aux morts en le replaçant dans son histoire de vie. Et permettent de dire lors de ce rituel, l'histoire de mon fils, de ma fille, de mon mari ne se résume pas à son geste. Alors, accompagner une personne après le suicide d'un proche ou accompagner une personne en deuil, notre posture en tant que bénévole, en tant qu'accompagnant, elle est la même. Présence, écoute active, surtout par rapport à toutes les représentations du suicide, exclure ses propres conceptions et interprétations. Adopter une attitude physique de disponibilité, montrer des signes visuels et verbaux d'intérêt, laisser la personne s'exprimer sans s'interrompre, lui laisser défiler sa peine, exprimer sa souffrance, l'inciter à préciser bien sûr le cours de sa pensée quand elle est imprécise ou trop générale, reformuler ses propos avec ses propres mots, puis avec les nôtres, être capable d'accueillir les silences de l'autre, témoigner de l'empathie et confirmer sa bonne compréhension. L'accompagnement des personnes en deuil après suicide, en fait, elle est quelquefois compliquée parce que certains endeuillés hésitent à demander de l'aide. Le premier soutien de l'endeuillé, bien sûr, c'est l'entourage naturel, quel que soit le type de deuil, mais il est souvent variable sur le plan quantitatif ou qualitatif. Alors, certaines personnes s'adressent alors à des professionnels du soutien psychologique, soit à des associations d'accompagnement du deuil en complémentarité. Alors, ce qui est important au niveau des associations, et on voulait insister dessus, c'est d'obligation pour les bénévoles, par rapport à ces accompagnements, de participer aux supervisions ou groupes de parole animés par un psychologue. Alors, pour accompagner les personnes en deuil après suicide, il nécessite d'être bien formé au deuil, formé aux complications du deuil, formé à qu'est-ce que le suicide, mais aussi au deuil après suicide et à ses particularités. Pourquoi ? Parce qu'il
Il est important pour le bénévole accompagnant de reconnaître les réactions émotionnelles de la personne en deuil après suicide. C'est ce que Brigitte a expliqué. Les signes de complications du deuil aussi, et de la crise suicidaire. Pour pouvoir évaluer le risque suicidaire en fonction du risque, urgence, danger. Donc ça, c'est pour ça qu'on a mis comme préalable que c'était très très important d'avoir ce type de formation. Pourquoi ? Parce qu'il est nécessaire d'orienter, si besoin, la personne vers le professionnel adapté. Alors, on vous a mis quelques ressources. Alors, la ressource, le 31-14, inscrivez bien là dans vos mémoires et allez voir au niveau du site internet. C'est le site de conseil de ressources du numéro national de prévention du suicide. C'est une source. Le portail La Vie, la Mort, on en parle au niveau de la SFAP, qui est aussi une ressource. Fédération européenne Vive son deuil, qui est aussi beaucoup de ressources, entre autres de l'accompagnement aussi des enfants, des adolescents, des deuils, des différents types de deuils. Et puis, dernièrement, voilà, il y a aussi des formations qui ont été faites sur l'accompagnement au niveau de la Fédération européenne Vive son deuil, de l'accompagnement du deuil animalier. Et puis, le CIEM, le Centre international des études sur la mort, qui est aussi, donc, dont Marie-Frédérique Baquet est la présidente, et qui est en train actuellement de... Donc c'est un site au niveau de... Il y a beaucoup de recherches, et ils sont en train... Tout à l'heure, on a évoqué les questionnements par rapport à l'impact du suicide assisté, par rapport à, dans le cadre de la fin de vie. Et ils sont en train de faire une étude internationale sur ce sujet. Donc voilà. Donc voilà, on a terminé notre exposé. Bon, on tenait à... Oui, on tenait à faire cet exposé un petit peu théorique de formation, parce que un congrès aussi, c'est une formation. Puis on tenait aussi à vous faire part du type de formation que nous faisons dans le cadre du collectif. Et alors, dans le cadre du collectif, il y a plusieurs associations, on vous l'a expliqué tout à l'heure, et on fait de l'accompagnement, on travaille ensemble, et on fait de l'accompagnement aussi des personnes, quelles que soient les circonstances de décès, pour Jalmaf, pour Geste le Regard, et puis pour Jonathan Pierre Vivante, etc. Donc on a respecté le délai. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et nous pouvons nous accorder une dizaine de minutes pour des échanges pour aller plus loin, encore que vous ayez dit déjà beaucoup de choses avec beaucoup de précision, mais il y a peut-être des interrogations. On a une bonne dizaine de minutes pour nous. Oui ? Non, c'était juste un petit complément. Merci beaucoup pour l'intégralité de cet exposé qui était très complet. Merci beaucoup. Marie-Yvonne, toutefois, dans les ressources que la Fédération aussi européenne Vivre son deuil met en place actuellement, c'est un partenariat avec l'Union nationale de prévention du suicide, qui est nationalement reconnue et avec lesquels nous allons collaborer aussi pour justement développer la postvention et évidemment, vous seriez de la partie. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et s'il y a d'autres mains qui se lèvent, n'hésitez pas à le faire. Bougez votre main qu'on vous voit vite. Le micro circule. Et merci de vous présenter quand vous intervenez. C'est plus confortable pour tout le monde. Je suis Béatrice Pigueler. Je suis de Jalmave-Laval, mais je suis surtout la présidente du collectif départemental du mal-être et du suicide en Mayenne. Et à ceux qui veulent, j'ai des cartes
31 14 que je peux vous donner, si vous les voulez, et je vous les donne. Merci beaucoup. Où est-ce que vous nous les donnez? Ici ou dans la salle ou les mettant sur une table? En tout cas, merci. Voilà, les micros vont essayer de circuler le plus vite possible sans frustrer trop de monde. Et on enchaîne. Merci de vous lever, c'est plus confortable. On repère où sont les gens. De vous nommer, ça nous est agréable. C'est à vous. Oui, bonjour. Catherine, Jalmal-Vorléans. Je suis restée un petit peu sur ma faim hier soir par rapport à la question comment aborder le problème, annoncer le suicide à des enfants. Et du coup, c'est une invitation à ce qu'elle nous en dise un peu plus. J'aimerais bien savoir Merci comment beaucoup il faut d'aller faire. jusqu'au bout. Vous pouvez en dire plus? Est-ce qu'il faut se faire aider par un professionnel, par exemple, si on se sent démuni? Enfin, comment doivent faire les familles qui sont confrontées à ça? Moi, j'étais là hier au soir et j'avoue que la réponse m'a semblé très judicieuse. C'est très difficile de répondre comme ça en général parce qu'il n'y a que des cas particuliers. Et comme Amanda vous l'a dit hier, il serait important qu'on connaisse, qu'on puisse discuter, qu'on connaisse la situation pour éventuellement pouvoir vous aider parce que il n'y a pas d'idée, enfin de réponse générique. Par contre, ce qu'on a dit hier aussi, c'est que la technique du questionnement est vraiment importante. C'est-à-dire demander à l'enfant, bon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Essayer d'analyser là où il en est pour ne pas devancer, ne pas mentir, on est d'accord là-dessus, mais ne pas en dire trop non plus, parce qu'il n'est peut-être pas encore en capacité d'intégrer toute la réalité. Voilà, je passe à Janie qui est plus spécialisée. Mais il est important en fait déjà de savoir ce que les parents lui ont dit, ce qu'il sait lui. En fait, ce que ces enfants-là savent, parce qu'il y a des parents aussi qui ne veulent pas parler de l'acte, du geste qui a été fait aux enfants. Donc vous ne pouvez pas, vous, de votre côté, vous permettre de devancer ces questions. C'est quand même le parent en priorité qui va devoir en parler à l'enfant. Après, si le parent vient vous dit comment il a prévenu l'enfant, vous pouvez travailler avec lui de cette façon, quoi. Mais de nous-mêmes, je pense qu'on ne peut pas se permettre d'avancer auprès des enfants, quoi. Si le micro peut revenir vers Amanda Castello, qui peut-être reprend un commentaire sur le commentaire, à vous. Juste dire que, bien sûr, c'est très, très complexe et on n'a pas de solution miracle. Je pense que ce que vient de dire aussi Janie, et puisque on dit les intervenantes, c'est il faut être à l'écoute de l'enfant. Et très souvent, c'est souvent des préoccupations que nous avons adultes et que nous projetons en ayant peur que l'enfant peut-être va reproduire un acte parce qu'il a entendu parler de quelque chose. Donc la première chose, c'est accompagner et aller à la vitesse de l'enfant et pas à la nôtre. Et puis parfois dans la vie, parce que parfois il y a des adultes qui ont peur que, alors, comme on a dit tout à l'heure, s'il y a eu dans une famille un suicide, donc peut-être que ça va se reproduire. C'est quand même pas une maladie contagieuse, hein. Donc il faut aussi faire très attention à nos propres peurs. Mais parfois, alors, il peut y avoir dans la vie un élément déclencheur, ça s'appelle comme ça, qui peut être un film qu'un enfant pourra voir, ou peut-être le cas dont il entendra parler, parce qu'il y aura peut-être un suicide, justement, parmi ses petits copains ou parmi d'autres personnes. Et ça sera l'élément déclencheur qui pourra alors solliciter des questions. Et là, à ce moment-là, on s'adaptera. Mais ne pas écouter nos propres peurs qui risquent de nous faire anticiper beaucoup trop vite et dangereusement les demandes de l'enfant. Merci beaucoup et merci de cet échange qui se reconstruit de séance en séance. Et s'il y a d'autres points de vue, interrogations ou témoignages, ils sont bienvenus. On y va toujours assez vite. Oui. Christine, Jalmal Grenoble. Je voulais rajouter une ligne dans les ressources. Il y a un site récent qui a été construit par une équipe du CHU à Lyon, de Levinatier, qui s'appelle Espoir-Suicide. Qui donne des ressources de professionnels et aussi qui référence des associations. Donc Jalmal Grenoble, on est référencé, et moi je vous invite tous, c'est un site qui référence sur toute la France, et donc je vous invite tous à référencer vos associations locales sur ce site. Il s'appelle Espoir-Suicide. Merci beaucoup. Peut-être juste, oui, je peux...
Juste ajouter un mot par rapport parler du suicide avec un enfant. Je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit, Madame Faller, en disant que, en tant que bénévole, il faut faire attention de ne pas disqualifier non plus le travail des parents. Et quelles paroles les parents ont eues avec leur enfant aussi. Donc, il y a quelque chose à respecter à ce niveau-là. On peut être dans une position un petit peu délicate. Et vous avez raison de le souligner. Je voulais juste ajouter un point. Je pense beaucoup à Françoise Dolto et à Michel Hanus sur l'importance d'être en vérité avec un enfant aussi. Et on sait les dégâts que des mensonges ou des dissimulations peuvent faire sur des enfants et des adolescents notamment. Ils mettent des années à le pardonner, quand ils arrivent à le pardonner d'ailleurs. Michel Hanus disait toujours, on n'a pas le droit de tromper un enfant. Quand je pense à Françoise Dolto qui expliquait à un nouveau-né qu'il allait être abandonné par sa mère, qui ne pouvait pas l'élever, et qui expliquait des décès, des morts, en tout cas plein de choses, l'abandon du père, etc., à des bébés convaincus qu'il y avait une parole qui pouvait être bienveillante et avec des mots, évidemment, empreints de délicatesse et tout ça, elle allait encore plus loin, je dirais. Et Michel Hanus, je me souviens d'avoir discuté un moment avec lui, et il disait, parce que quelqu'un lui demandait, mais est-ce qu'on va dire à un enfant de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, à partir de quel âge on peut nommer le mot de suicide, par exemple? Il disait, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On ne commencera pas à prononcer ce mot qui serait supposément un interdit ou un tabou. À partir de tel âge, on pourrait, et avant, on ne pourrait pas. Non, je pense que c'est d'être dans un rapport, bien sûr, il ne faut pas devancer les questions des enfants, mais ils en ont des questions à un moment donné quand même. Elles arrivent, les questions, même s'il ne faut pas les devancer, un jour ou l'autre, et on sait tous les dégâts que peuvent faire les mensonges. Voilà. Moi, en tout cas, c'est sûr que c'est être dans la vérité. À la conférence hier, une question qu'Olivier de Margerie vous aviez posée, mais la place de la vérité dans le deuil, bien sûr que ça coûte la vérité, que c'est difficile. Et si on dit que la mort est un tabou, bien sûr que c'est difficile de transgresser un tabou. Ça demande du courage, de la vérité, oui. Voilà, simplement ça. Merci, et incidemment, pour ceux qui écoutent attentivement, il y a des mots qui reviennent depuis hier. Vous n'avez vraiment pas noté tous les mêmes, mais il y en a qui reviennent. Est-ce que nous avons encore peut-être le temps d'écouter un étonnement ou une interrogation ou un témoignage de l'un ou l'autre d'entre nous? Je crois voir au premier rang de la partie. À vous, madame, et puis je crois qu'il y a aussi une personne vers le fond. À vous. Merci. Moi, je voulais poser une question. En fait, on a entendu tout à l'heure Denis qui nous a dit que la force de Jalmalv, c'était de l'accompagnement au deuil en fait, généraliste. Voilà, merci. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus spécifique autour du suicide. Et d'ailleurs, vous avez exprimé tout au début en fait votre alliance avec différentes associations. Et c'est vrai que nous, là, en Normandie, on se pose la question de la mise en œuvre de groupes, d'accueil. Et je m'interroge vraiment en me disant si j'ai des personnes qui arrivent en exprimant vivre cela, est-ce que Jalmav est vraiment bien positionné? Est-ce que c'est un premier temps d'accueil et une orientation vers une association plus spécialisée? Ou est-ce que voilà, on intègre le suicide dans le généraliste? Alors nous, dans nos types d'accompagnement, nous accueillons les personnes, que ce soit dans les groupes de parole, des personnes endeuillées, quelles que soient les circonstances du décès. Nous avons, par exemple, le geste le regard et Jalmav, c'est pareil. Nous ne faisons pas de groupe spécifique de proches touchés par le suicide d'un proche. Or, quand on les reçoit en entretien, des personnes en entretien individuel, justement, souvent, alors c'est aussi le cas dans le cadre des deuils pour enfants, demandent est-ce qu'il y aura que des personnes touchées par le suicide d'un proche? Est-ce qu'il y aura uniquement? Eh bien non. Non. Et pourquoi? Parce que
du coup, c'est très très intéressant, cette dynamique, ce travail de deuil qui s'effectue dans le sein du groupe, quelles que soient les circonstances, que ce soit touché par le deuil après une grave maladie d'un proche, touché par le deuil, quels que soient aussi les liens. Et le fait justement d'être confronté aux pères PAIR, qui ressentent les mêmes émotions, bon, quelquefois effectivement plus accentuées, puisqu'on l'a vu dans le cas de suicide d'un proche, eh bien ça leur permet aussi à ces personnes qui sont touchées d'être accompagnées aussi par le groupe et d'être questionnées par rapport à... un exemple, il y a une personne qui s'était, par rapport à une grave dépression, elle était bloquée dans son deuil, alors que elle avait gardé l'urne dans sa maison, elle expliquait que ça créait des soucis avec sa famille, avec son mari, etc. Et les questionnements du groupe, justement, par rapport à cette situation de blocage, eh bien, ont permis à cette personne qu'elle puisse accepter de se séparer de l'urne. Et ça a été magnifique parce que du coup, elle a demandé au groupe aussi de l'accompagner dans cette démarche-là de mise dans un columbarium de l'urne. Donc, c'est important qu'on puisse justement faire de l'accompagnement mixte du deuil, de telle façon à permettre aux personnes de progresser dans leur travail de deuil. Au niveau de Jonathan Pierre Vivant, nous avons malheureusement beaucoup de parents endeuillés suite au suicide d'un ou plusieurs enfants. Et ils sont accueillis avec les autres parents, on va dire que la reliance, c'est d'avoir perdu un enfant. Mais nous faisons des week-ends spécifiques pour les parents qui le souhaitent et qui sont endeuillés par suicide. Donc les deux existent, et les parents qui souhaitent être en lien avec spécifiquement des parents endeuillés par suicide et d'avoir plus d'informations et de questionnements par rapport au suicide peuvent aussi se nourrir lors de ces week-ends spécifiques. Mais j'ai envie de vous dire merci beaucoup pour les réponses à la question que vous avez posée, madame, là-bas vers le fond, parce que c'est une vraiment bonne question et en fait, elle traverse nos 2 jours. Le fait que ce n'est pas du tout par hasard que dans cette matinée, on a abordé cette question un peu particulière du suicide. On va retrouver après le déjeuner des sujets aussi, on pourrait dire, il y a une sorte de spécialité de tel et tel type de deuil. Et si on a construit, on va dire, ces journées comme ça, c'est pour répondre à la question que vous posez, qui est de dire finalement, faut-il aller avec certaines spécialisations pour des deuils particuliers ou au contraire, ne faut-il pas y aller et comment faire pour arriver à chaque fois à avoir le bon niveau d'accompagnement sur mesure. C'est une question que je vous propose de garder ouverte parce que vous l'avez posée dès maintenant. En fait, on va la retrouver cet après-midi et on va y retravailler demain. Juste une réponse. Je voulais simplement dire par rapport aux enfants que c'est important qu'ils ne se sentent pas culpabilisés. Combien de fois j'ai entendu des enfants qui m'ont dit « Papa, il s'est suicidé parce que j'ai ramené une mauvaise note, parce que je n'ai pas été gentil. » Et importance de dire que papa, il t'aimait beaucoup. Mais s'il a fait ce geste-là, c'est parce qu'il souffrait dans sa tête. Mais il t'aimait beaucoup. Tu n'es pas responsable. Et importance aussi d'aller à la vitesse de l'enfant, parce que quand un enfant apprend sur la cour de récré par ses copains que son papa s'est suicidé, eh bien, ça fait du mal. Merci beaucoup. Alors, je crois une dernière intervention. Voilà, vous êtes debout. Merci. Le micro est à vous. Bénédicte Jalmalve-Compiègne. Comment expliquez-vous ce taux de suicide si important en Bretagne ? Aïe, ça, on pouvait s'y attendre et vous vous y attendiez sûrement. Merci de nous fournir une réponse simple à cette question. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans la détresse, qui ne survivent pas, qui sont en survie, oui.
de par les exploitations, de par la difficulté à vivre avec des exploitations agricoles actuellement, qui se retrouvent souvent seuls aussi, très seuls, et quand ils en peuvent plus, en fait, on a beaucoup de suicides chez les agriculteurs. Mais il faut savoir qu'il y en a aussi beaucoup chez les jeunes. Je crois qu'à l'hôpital de Saint-Brieuc, Anne pourra peut-être me confirmer, mais je ne sais plus si ce n'est pas toutes les 10 minutes qu'il y a une tentative de suicide qui se présente à l'hôpital. C'est très, très... je ne sais pas, Anne, si tu es là, ou si tu te rappelles du chiffre exact, je sais que c'était assez faramineux. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Une tentative de suicide toutes les 10 minutes à l'hôpital de Saint-Brieuc. Donc c'est énorme, quoi. Les ponts ont été renforcés dans la région sur Saint-Brieuc. Dinan, c'est énorme aussi le taux de tentative ou de suicide. Donc voilà, bon, c'est surtout les agriculteurs, les jeunes, mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a beaucoup de solitude et beaucoup de femmes seules aussi qui vivent seules avec des enfants. Enfin, voilà. D'où le travail du réseau Misako qui a été mis en place il y a quelques années, où c'était un travail au départ de réunion de différentes associations, toutes les associations, et aussi des travailleurs sociaux, et qui ont travaillé ensemble pour mettre en place ces formations de prévention à la crise suicidaire. Ils ont été nommés au niveau de la France, je ne sais pas si c'est par l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est ça. Ils ont été choisis parce qu'il y a un fort taux de suicide de manière expérimentale, et ils sont en train de former des réseaux sentinelles. C'est-à-dire que le premier niveau de formation, c'est la formation sentinelle. Ce ne sont pas des professionnels ni des accompagnants, c'est le boulanger, le boucher, l'hôtesse d'accueil, enfin des personnes qui sont en contact avec beaucoup de public et qui ont une formation de base pour essayer de repérer des personnes qui seraient en crise ou en risque suicidaire, afin ensuite d'utiliser un réseau qui est également mis en place et qui va pouvoir venir en aide à cette personne qui n'aurait pas été chercher de l'aide, qui n'aurait pas nommé sa souffrance. Voilà, enfin, il y a vraiment un gros travail expérimental. On espère que ça va permettre la réduction de ce fort taux de suicide. En tout cas, à votre question, dont la réponse est difficile à trouver, votre réponse opérationnelle, c'est la force du travail que vous faites en réseau, la nombre de choses qui sont là, à la mesure vraiment de la situation. Alors, pour des raisons de bonne hygiène, il nous faut arrêter, même si c'est quand même passionnant, parce qu'il faut qu'on s'arrête déjeuner pour qu'on puisse continuer avec le calme que nous avons à être prêts pour l'après-midi qui vous demandera, elle aussi, beaucoup d'attention.